Donc, nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Toujours Hillel. Mishnah He. Du Perek Sheni. Huhaya Omer. Il disait Enbour Yirechet. Velo Amah Aretz Chassid. Velo Abaishan Lamed. Velo Kabdan Melamed. Velo Chol Hamarbe Bisroa Markim. ובמקום שאין אנשים משתדל להיות איש. C'est une très belle Mishnah, très riche, très littéraire, sans qu'il paraisse. Il disait, donc on va commencer par une lecture, par une traduction consensuelle. Et je reviendrai bien sûr sur le détail de chacune de ces sentences. Il y a en apparence 5 sentences. Enbour Yirechet, il n'y a pas d'homme fruste, bourg, d'homme fruste, d'inculte, Yirechet qui soit craignant la faute, le péché. Velo am haaretz, chassid. Il n'y a pas. Alors, traduisons par am haaretz pour le moment. On peut se permettre de ne pas le traduire, puisque voilà. Dans Disgrâce, je traduis par fier ignorant. On verra qu'il y a. En vérité, il existe une traduction en bon français, donc, mais je me la réserve pour tout à l'heure. Lo am haaretz chassid. Il n'y a pas de am haaretz qui soit chassid. Chassid non plus, je ne vais pas traduire. Chassid, c'est pas. Bon. On traduit de manière pieux. Il n'y a pas de am haaretz qui soit pieux, mais chassid, c'est autre chose. Alors, bon, mais disons, c'est vrai. On a dit qu'on faisait une traduction consensuelle. Non. Pour commencer. Non, il n'y a pas de am haaretz qui soit pieux. Velo abaishan lamed, ça c'est plus facile. Il n'y a pas de timide, Baïchan. Alors, Rambam dit même, je ne sais pas si en français il existe un terme, extrêmement timide, traduit. Il n'y a pas de timide qui soit lamed, qui soit bon, bon étudiant. Il n'y a pas de timide qui soit bon étudiant. Lo abaishan lamed, velo kabdan melamed. Il n'y a pas comment dire kabdan, sévère. Il n'y a pas d'homme sévère qui soit bon enseignant, melamed. Je rajoute bon, évidemment. C'est une petite licence de traducteur. Nous verrons si elle est justifiée. Velo kol hamar bebisror markim. Celui quiconque est marbe bisrora, quiconque fait beaucoup de commerce, marbe bisrora, n'est pas celui qui fait beaucoup de commerce, qui n'est pas markim, n'est pas intelligent. Enfin, n'exerce pas. Markim n'exerce pas son intelligence. Markim. S'il faut traduire Chacham par intelligent. Je ne suis pas sûr. Uvimkom she'en anashim, la fameuse, la très connue, Uvimkom she'en anashim, et là, qu'il n'y a pas d'homme, Ishtadel yot ish, et force-toi d'en être un. Voilà donc pour la traduction convenue. D'accord, c'est
Déjà, remarque sur la structure, donc je vous l'ai dit, il y a 5 sentences, 5 propositions. Il y a en vérité, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais le rythme des Pirkei Avot, c'est le rythme privilégié par les Avot, c'est le rythme ternaire. Donc c'est un rythme de 3 sentences. Donc en vérité, ici, il y en a 3. Il y a 3 blocs. Le premier bloc regarde ce qu'on peut appeler, disons, à la suite du Rambam, les vertus morales. Irat Chet et Chassidut. Ça concerne les vertus morales. Premier bloc. Deuxième bloc, ce qu'on peut considérer comme des vertus intellectuelles. La capacité d'apprendre et l'art d'enseigner. Ça relève de vertus intellectuelles. Et la troisième, c'est le troisième bloc, mais en fait qui ne forme qu'une seule sentence, c'est le fameux Ubimkom she'en anashim ishtadel liot ish. Là qu'il n'y a pas d'homme et vertu, efforce-toi d'en être un. Ah oui, non, pardon, c'est un bloc de 3 sentences, le troisième. Markim, c'est pareil, ça relève des vertus intellectuelles, ce que Rambam appelle les midot sichliot, par opposition. Les ma'alot sichliot, par opposition aux ma'alot amidot, les vertus morales. Et donc, troisième bloc, qui n'est constitué que d'une seule sentence, Uvim kom she'en anashim ishtadel liot ish, évidemment, il s'agira de se demander, nous demanderons pour évidemment le rapport qu'il y a entre ces 3 blocs. Bon, entre les 2 premiers, on peut se dire oui, on traite des vertus morales, puis des vertus intellectuelles. Mais la troisième, évidemment, paraît incongrue. Mais ça, nous verrons ça plus tard. Je vais donc m'intéresser ce soir au premier bloc, à cet ensemble formé par Bour, donc Bour et Amaretz, ce que le Ramchal appelle les nosim, les sujets, Bour et Amaretz, et les nesuim, les prédicats, Yira, Yerechet et Chassid. Premier bloc, dont on peut dire qu'il concerne, tout du moins en apparence, qu'il concerne les vertus, enfin qu'il relève des vertus morales. On va donc s'interroger sur le sens de bourg, sur le terme même de bourg, qui est un terme rare, extrêmement rare, le terme de Amaretz, sur les prédicats Yerechet et Chassid. Grosso modo, le bourg, et ça je m'appuie sur le Rambam, le bourg, c'est l'homme dénué de vertu morale. Il ajoute et intellectuelle. Le Hamaretz, dit-il, toujours le Rambam, on va le faire dans le texte, mais le Hamaretz, c'est l'homme dénué qui possède des vertus morales. Alors il ajoute quand même, le Rambam, quand même c'est le Hamaretz, non, pas dire que c'est... Il dit non, quelques vertus morales.
Donc, le Rambam lui concède quelques vertus morales. C'est l'homme qui possède quelques vertus morales, mais dénué de vertus intellectuelles. Bon, c'est la définition, je dirais, très répandue, enfin, c'est l'idée très répandue du Hamaretz. Le Hamaretz, c'est l'ignorant. Il est ignorant, il n'est pas amoral. Il est ignorant. Et il n'a pas de connaissances. Alors ça, le Rambam, dans le texte, bourg, dans la traduction moderne, hein, pas celle d'Imtibon, bourg, hu she'en bo lo chochma velo midot. C'est l'homme dénué de chochma, d'intelligence, ou de science, si vous préférez, et l'omidot, et de vertu morale. Va'am ha'aretz, toujours le Rambam, she'en bo ma'alot higyoniot, c'est la traduction moderne, hein, bien sûr. V'yesh bo miktsat ma'alot midotiot. L'homme haaretz, c'est l'homme dénué de vertus hégioniot, intellectuelles, v'yesh bo miktsat ma'alot midot, et qui possède quelques vertus morales. Ça, c'est la définition du Rambam. Je vais y venir. Non, oui, dans la traduction du Rambam, Hamaretz, c'est l'ignorant. Il n'a pas de Enbo Chochma. Le bourg, pour l'instant, c'est le, on va dire, oui, c'est le fruste, c'est comme ça qu'on traduit, c'est l'homme fruste. Il n'a pas de, il n'a ni vertu, ni savoir. Il est fruste. Bon, ça c'est Rambam. Enfin, c'est le jeune Rambam. Moi, puis cette Mishnah ne l'a pas non plus beaucoup inspiré. D'accord? Voilà comment il définit bourg. Il ne s'explique pas davantage sur le terme de bourg. Le Rashi est plus intéressant. Rashi est beaucoup plus intéressant. Il est même énigmatique, vous allez voir. Je lis Rashi, le vrai, hein, donc édition, j'ai l'édition, la meilleure édition qui soit du commentaire de Rashi. Ne vous fiez pas aux commentaires de Rashi de l'édition Vilna. L'édition n'est pas bonne. C'est un pseudo-Rashi. Là, on a retrouvé, c'est l'édition la plus fiable, en tout cas, du commentaire de Rashi. Rashi dit, bourg, qu'est-ce que veut dire bourg? Rek, Mikol Dava. C'est un homme vide de tout. Bon, jusque-là, ça, c'est pas très différent de la définition du Rambam. Vide de tout. Kemo, mais là, ce qui est plus intéressant, c'est la citation. Kemo, Sadé bourg. En fait, il n'y a pas c'est emprunté. Le terme de bourg, on le trouve dans la Mishnah de PA, pour ceux que ça intéresse. PA, chapitre 2, Mishnah 1. D'accord? Dans cette Mishnah, il est question de bourg. Le bourg, c'est écrit Habour. Bourg dans la Mishnah, ça veut dire là-bas, Sadé bourg, une terre inculte. Une terre inculte. Une terre. Comment tu peux faire le rapport? Puisqu'on a dit c'est quelqu'un qui est sans méthode, qui est bête. J'ai pas compris. Le bourg n'est pas bête, c'est pas on dit bête, c'est pas l'homme. Il n'a rien, il est vide. Non, on ne sait même pas s'il est bête. Il n'a pas le, comment dire, il n'a pas même de savoir. Il est vide. Quoi? Ben, une terre inculte, c'est une terre qui n'a pas de fruits.
Son coin sur laquelle rien ne pousse. Bon, déjà Marie-Neige fait un pas, mais elle fait un pas. Elle en dit, elle a raison, elle en dit plus. Mais nous verrons pourquoi. Donc elle a dit, c'est une terre sur laquelle rien ne pousse. Et elle a raison, mais on va voir pourquoi. Et Rashi continue, et il dit, Vegarua hu me'am haaretz. Il est pire, celui-là, que le Hamaharetz, le bourg. Et écoutez ce qu'il dit. On se dit, il est pire. Bon, parce que voilà, il est dénué de vertu. Et vous savez ce qu'il dit, Rashi? Chez Afilu betiv maso matan eno yodea. Parce que le tiv maso matan, et on ne sait pas trop ce que Rashi veut dire par là. Le tiv, la qualité du maso matan, l'art du maso matan, eno yodea, il ne l'a pas. Alors, on se dit, l'art du maso matan, c'est l'art du commerce. Même l'art du commerce, il ne l'a pas. Alors, commerce au sens étroit du terme, donc le commerce, le trade, comme on dit, mais aussi bien, ça peut vouloir dire aussi maçon matan, ça peut vouloir dire aussi le commerce avec les hommes, de façon plus générale. Il n'est pas sûr ici que Rashi l'entende au sens large. Et je pense, moi, qu'il l'entende au sens strict, c'est-à-dire le commerce marchand, mercantile. Et nous verrons pourquoi. Et il continue, il dit, le Hamaharetz chassid, Rashi dit, le Hamaharetz n'est pas chassid, aval, yerechet efshar shiye. Mais il peut être yerechet, efshar, hein, attention, il peut être. Le bourg, lui, ne peut pas l'être. Le Hamaharetz peut l'être, il ne l'est pas forcément, il peut l'être. Il peut être yerechet, pourquoi? Charé au sec basrora. C'est là la preuve que Matzah Matan, c'est le commerce. Pourquoi? Parce qu'il est Osek Basrora. Il s'occupe de commerce. Un Maharetz, ben, s'il n'est pas dans la vie contemplative, s'il n'est pas dans la vie contemplative, c'est qu'il est dans la vie active, à tout le moins, à la différence du fruste. Le fruste, il peuple les banlieues, c'est le délinquant, le bourg, le sauvage. Comment il avait appelé l'autre, Comment il avait dit? Sauvage? Il avait dit sauvageon? Ouais. Bon, bref. Non, il n'a pas dit racaille. Mais... Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est le pirouche étonnant de Rashi. Le bourg est au chômage, c'est ça? Le bourg est au chômage. Il y a un autre commentaire qui développe, je pense que c'est Rabbi Yaakov bar Rabbi Shimshon, donc qui est un Talmide de Rashi, qui dit que sur le bourg, il dit, donc il reprend Rashi. Non, c'est pas lui qui dit. Mais bon, reprenant l'analogie avec le champ, sur Sadébourg, c'est quoi Sadébourg? La définition d'un champ bourg, donc du bourg, la définition du bourg au sens propre et pas au sens figuré, c'est eno charouch ve eno zaroa. Il n'est ni labouré ni semé. Ça, c'est la définition du bourg, la définition de bourg au sens propre. Mais c'est une terre qui n'est pas cultivée, ça ne veut pas dire que c'est une terre non cultivée. Voilà. Bonne remarque. Effectivement. Donc j'y reviendrai. Effectivement. Et c'est pareil en français. Je vais vous
Pour preuve, donc, cette citation dans des citations dans le TLF, vous avez sur un culte. En français, un culte, ça veut dire deux choses. Et Bourg ne répond qu'à l'une des deux définitions d'un culte. Il répond à la première, en parlant d'une terre qui n'est pas cultivée, qui ne se prête pas à la culture. D'accord ? Ça, c'est le premier sens. Mais on va voir qu'en fait, c'est plus fort encore. Mais un culte peut vouloir dire aussi, et par métonymie, qui est propre aux terres en friche, c'est-à-dire qui ne doit rien au travail de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que ces terres sont arides, que ces sols ne donnent rien. Au contraire, citation de Zola, dans La faute de l'abbé Mouret, je vous la dis parce qu'elle est éloquente, la végétation y était énorme, superbe, puissamment inculte. Bon, vous savez, le jardin là-bas, dans La faute d'abbé Mouret, c'est un jardin paradisiaque, une sorte de... mais sauvage en même temps, qui ne doit rien à la main de l'homme, donc avec une multitude de fleurs. C'est une description très, très étonnante de ça. Voilà. Donc, un culte ne veut pas dire un culte qu'on traduit Bourg par un culte d'ordinaire. Un culte, en vérité, ne veut pas dire forcément sans végétation. Tandis que dans le Rachi, dans le pseudo-Rachi, qui n'est pas là, mais que vous devez avoir normalement dans l'édition Vilna, dans le pseudo-Rachi, on cite un verset ou de Dvarim, je crois, le verset dit Vehadama lotesham. Pardon, verset de Bereshit. Ouais. Tu l'as, toi, la citation ? Hein ? Oui. C'est où Bereshit ? Combien ? Ouais. Ah oui, c'est quand Yosef, Pharaon, convoque Yaakov et lui dit, voilà, vous aurez une terre et vous la cultivez, vous l'aurez, etc. Et en sorte que la terre ne soit lotesham, ne soit une terre de shmama. Et dans le pseudo-Rachi, le cite le Targum dit lotesham, lotevur. Lachon bourg. Donc bourg dit quoi ? Un bourg dit quoi ? Dit Eretz Shmama, une terre, pas seulement inculte, mais une terre désolée. Une terre de désolation. Une terre désolée. C'est-à-dire une terre qui, sans le travail de l'homme, ne donne pas de végétation, ne donne pas de fruits. Ça, c'est ça le bourg. Lotesham, entendez, bourg, entendez, shmama, entendez la shmama, entendez la désolation. Donc un bourg, c'est stricto sensu, un homme désolé, mais pas désolé comme on l'entend d'ordinaire, désolé au sens d'une terre désolée. Un homme désolé, c'est ça le bourg. Donc si on voulait bien traduire, hélas, ce serait une traduction difficile parce que l'oreille est tellement accoutumée à entendre désolé dans un autre sens. Mais en fait, il faudrait dire l'homme désolé, l'homme de désolation. C'est ça le bourg. C'est-à-dire un homme inculte, non seulement inculte, mais un homme qui, en l'absence de travail, ne produit rien. Donc c'est beaucoup plus fort que l'inculte. Hein ? Beaucoup plus fort. Et vous allez comprendre pourquoi. Avec la question de la culture, justement, etc. Et je vais y venir. Alors, pour mais ça, je pense, j'y reviendrai, mais pas ce soir.
Il y a donc ce pirouge de Rashi sur Amaretz et sur Bourg qui est intrigant, très étrange, sur la question du commerce. Et il y a un autre commentaire de Rabbeinu Yonah, sur Amaretz, surprenant. Ouais, très étonnant, je vais vous dire pourquoi. Il dit Habour, le bourg, rek, vide. Bon, il reprend. Les bourgs, ça vient du mot bord aussi. Toujours du bord, rec. À bord, rek. Mais si la racine, c'est bet vav resh, effectivement. Et ce sera aussi synonyme de bar. Ce sera aussi la même racine que bar. Non, justement, BR, c'est le plus. Bet aleph. Mais il y a bar qui dit sauvage. Et aussi l'extérieur. Barminan. Bon, mais là, je ne vais pas rentrer dans les questions d'étymologie, etc. Il continue. Bourg, rek, vide, enbo, lo Torah, velo mitzvot, velo derech eretz. Alors c'est très pénible cette édition parce qu'on où est la suite? Voilà, velo derech eretz. Ou kedemetar geminan vehadama lotesham. Donc dans Bereshit, la terre ne sera pas désolée. On traduit lotevour. Et il dit ou mimenu lo utzrach lomar. De lui, il n'est pas nécessaire de dire en bourg chassid. Il n'est pas nécessaire de dire qu'il n'est pas chassid, ce bourg. Pourquoi? C'est af yerechet enenu. Parce qu'il n'est même pas yerechet. Donc il est encore moins que chassid. Donc évidemment, a fortiori, n'est-il pas chassid. Qui mitor arekut shebo, car à cause de la vacuité de cet homme, gamina averot lo yida leishamer, il ne sait pas se garder des fautes. Donc entendez, tout de suite, là presque incidemment, il glisse ici, Rabbeinu Yonah, une définition de yiratret, c'est-à-dire savoir se garder de la faute. Et il dit, avala ma'aretz. Mais le Amaretz, c'est la seule fois sans doute où l'on parle presque avec avec respect du Amaretz. C'est la seule fois. Hein. Sinon, le Amaretz, c'est surtout dans le Talmud. Mais là, surtout le Rabbeinu Yonah, vous allez voir. Aval Amaretz, yochal yat yirechet. Mais le Amaretz, lui, peut être yirechet. Pourquoi? Parce puisqu'il possède des midot chashuvot, il possède des vertus, et qu'il a quelques idées justes, enfin droites, ce qu'on appelle l'orthodoxie, une droiture d'opinion. Il sait, il peut se garder des transgressions. Il peut même être juste, vertueux, un homme de vertu. Pour accomplir ce qu'il a été enjoint. Ah, cependant, en revanche, il ne peut pas atteindre à la mida de chassidut, à la chassidut. Pourquoi? Non, en revanche, ne peut atteindre la chassidut ki imadam gadol batorah, que l'homme qui est grand dans la Torah. Shei mida atzricha taharat alev vezakut anefesh, car c'est une mida, la chassidut, qui requiert taharat alev, la pureté du cœur, vezakut anefesh, et la finesse de l'âme, la finesse d'âme. V'chol midatova, et toute autre vertu, Léa Toto, et écoutez bien la formule, donc chassidut, et là il reprend la définition du Rambam de la chassidut dans Ilchot Deot du Mishneh Torah. Léa Toto, donc chassidut, il faut tout ça
pour qu'il puisse, pour l'incliner, mina kava emsaï, du kava emsaï, donc du milieu, elle a katsé acharon, vers l'un des extrêmes, shi'ase lifni min shuatadim, pour agir au-delà du strict devoir. Donc, je vous rappelle la définition de Maïmonide, du chassid. Maïmonide dit, écoutez bien dans Ilchot Deot, qu'est-ce qu'un chacham en matière d'éthique? Un chacham, c'est le chacham, l'intelligent, c'est celui qui, en tous les caractères, adopte le juste milieu. Ce que Rabbeinu Yonah appelle le kava emtsa'i, le fil du milieu. Hein? Non, laissons la question de l'orgueil de côté. Il adopte la voie médiane. Tout ça, c'est hérité d'Aristote, de l'éthique aristotélicienne. La voie droite, la voie moyenne, c'est la voie droite. Derech Mishor, dit le Rambam. C'est la voie du milieu. Le milieu entre les extrêmes, le défaut et l'excès. C'est ça la voie droite, ça c'est le Derech Chachamim. C'est le Derech des Chachamim. A dit, mais Chassid, c'est plus que... Parce que dans la divination, j'ai appelé le plus que Chacham. Le Chassid est plus que Chacham, parce que lui, ayant atteint le juste milieu, penche vers l'un des deux extrêmes. Pourquoi? Parce que, comme le dit Aristote, mais tous les glosateurs d'Aristote ne savent pas trop ce qu'il veut dire, il dit que les deux extrêmes ne sont pas égaux. Autrement dit, pour prendre un exemple, l'avarice, qui est donc un vice par défaut de générosité, n'équivaut pas l'autre extrême, c'est-à-dire la libéralité, c'est-à-dire vice par excès, l'excès de générosité. Eh bien, Aristote dit, les deux extrêmes, jamais les extrêmes ne s'équivalent. C'est une proposition énigmatique d'Aristote. Il a une intuition. C'est une intuition chez Aristote, une intuition géniale, mais sur laquelle il ne s'explique pas. Et il y a beaucoup de glosateurs qui ont beaucoup de problèmes avec cette proposition. Rambam n'a pas de problème avec cette proposition. Il dit, mais oui, c'est ce qui explique l'existence du chassid. C'est que le chassid, à la différence du chacham qui s'en tient au milieu entre l'avarice et la libéralité, c'est-à-dire qui s'en tient à la générosité, lui, le chassid penche après, parce que le chassid est plus que chacham. Hein? C'est pas que un homme qui penche plus vers la libéralité est un chassid, pas du tout. Le chassid, c'est d'abord un chacham, donc il s'en tient d'abord, il se fixe, il acquiert la vertu de générosité, la vertu moyenne, et c'est après qu'il incline un peu plus vers la libéralité, qu'il est plus généreux qu'il ne devrait. Ça, c'est le chassid. Parce que le chassid atteste que les extrêmes ne sont pas égaux, équivalents. Autrement dit, il y a plus que la générosité, à condition bien sûr qu'on parte de la générosité, qu'on penche depuis la générosité, qu'on penche ensuite vers plus de libéralité. Ça, c'est chassidut. Ça, c'est le chassid. Le Rabbeinu Yonah reprend les définitions rambamiennes du chassid, mais un subterfuge incroyable. Au lieu de chacham, du chacham, qui on a? L'homme arrête. Celui qui tient la voie droite, c'est qui chez Rabbeinu Yonah? Je vous relis. Il dit, le Amaretz, lui, il dit,
Enfin, Amaharetz. En tout cas, il dit, sur le chassid, il dit que lui, il est noté Minaka Vaemtsai, la Katsa Acharon. Lui, il penche, etc. Et ça c'est le propre du Gadol Batora. Le Amaharetz, lui, il s'en tient au juste milieu. Autrement dit, il se retrouve à la place du Chacham dans la définition. Proposition, quand même, proposition scandaleuse de Rabbeinu Yonah, mais j'y reviendrai quand on traitera plus en détail de la question de la chassidoute. Et il termine, et pourquoi l'appelle-t-on Am Haaretz? Pourquoi? Mipnei shehu imahem bederech eretz. Pourquoi? Alors, le Rashbat explique, reprenant Rabbi Yonah, donc le Rashbat, qui est donc du XVe siècle, qui reprend les Pirushim qui l'ont précédé, notamment celui de Rabbi Yonah, il explique « Hu me yoshve haaretz » il appartient aux yoshve haaretz, aux hommes, « Hu mit arev im abriot » il est mélangé avec les briotes, « V'chol asakav eno ela itnaeg imahem » ou mitarev, ça peut être même être agréable. Il est, toutes ses affaires, tout son souci, c'est d'être avec les hommes, bederech eretz, leit ahev alehem, d'être avec les hommes polis pour être aimé d'eux. Voilà comment le Rashbat explique le Rabbeinu Yonah. Cette phrase de Rabbeinu Yonah, énigmatique, Mipnei shu imahem bederech eretz. Il se conduit avec eux, avec les hommes, bederech eretz, avec derech eretz. C'est pour ça qu'il s'appelle Am Haaretz, à cause de derech eretz. Et il continue, Ulfi sherov bnei olam hem kemoto. Et parce que la plupart des hommes sont comme lui. Autrement dit, c'est l'homme ordinaire, l'homme policé. Ah. C'est ce qu'on appelle le Benoni. Si tu veux, oui, je pense que oui, tu peux dire que c'est un Benoni. Mais ça n'apporte rien de dire Benoni. Ouais, mais laisse, non, chassid, c'est un autre, c'est encore un... Si tu fais pas chassidoute, moi je te vois pas au champ de... Ah non, chassidou, mais rien à voir. Ben, tu le charries, là. Ah, on peut être raciste sans être au cours du lundi soir journée. Lui, non. Mordechai, non. Alors, voilà, ça c'est pour Rabbeinu Yonah. Maintenant, j'en reviens quand même au bourg, à la question du bourg, et j'insiste beaucoup sur cette définition de bourg comme étant le shamem, l'homme désolé, l'homme de la désolation. Bourg, donc, ne s'oppose pas, et ça je vais le montrer, ne s'oppose pas nécessairement à l'homme cultivé. Alors, Rabbeinu Yonah ne parle pas d'homme cultivé en parlant du Hamaharetz, puisqu'il semble bien que l'homme cultivé soit l'homme dit cultivé soit incarné par le Hamaharetz. Lui, Rabbeinu Yonah parle plutôt d'homme policé, ou d'homme poli, d'homme aimable, comme au sens du XVIIe siècle, l'amabilité au XVIIe siècle, c'est un homme aimable, c'était un homme poli, un homme policé, un homme dont les mœurs sont polies, polissage, d'accord? Ça, l'homme aimable, c'est ça, c'est l'Hamaharetz de Rabbeinu Yonah. Mais le bourg, c'est pas tout à fait le contraire du Hamaharetz. Le bourg, c'est autre chose. Et la question qui va se poser pour le bourg, c'est, bon, soit, on va traduire bourg pour le moment par un culte. Quel rapport y a-t-il entre son caractère de bourg et la hiratret?
et ce qu'on appelle, ce qu'on traduit d'ordinaire par iratret, la crainte du péché. Quel rapport peut-il y avoir entre l'inculte et la crainte du péché? Car, tout bien réfléchi, quand je dis rapport, c'est-à-dire rapport entre l'inculte et l'absence de crainte du péché, pour être plus exact. L'absence de crainte. Un bourg yerechet. Un bourg, c'est l'absence de iratret. Quel rapport y a-t-il donc entre le bourg et l'absence de iratret? Au contraire, c'est tout le contraire. On devrait dire c'est tout le contraire. Exactement. Un bourg, c'est tout le contraire. Le bourg, c'est l'yerechet. C'est la peur du péché. C'est la peur du péché, le bourg. Le bourg, le péquenot. Les péquenots, les paysans. Ils ont peur du péché. Les incultes, les hommes frustes, au contraire, ils sont empreints, ils sont imbus de crainte. Crainte du péché, crainte du ciel, toutes sortes de craintes. Bref, la superstition, ce qu'on appelle la superstition. Et si la connaissance, comme dit Spinoza, ou même Épicure déjà, avant Spinoza, nous affranchit, nous libère, nous affranchit de la superstition, on a tout le contraire on a tout le contraire de bourg. Le bourg, c'est le non superstitieux, en tout cas, si la iratchet est une forme de superstition. Le en bourg iratchet. Mais si la culture, c'est-à-dire la connaissance, si la culture nous affranchit de la superstition, elle nous affranchit de la iratchet. Bah alors le bourg, c'est le cultivé alors. C'est l'homme de la culture, le bourg. En bourg iratchet, il n'y a pas d'homme cultivé qui craigne la faute, qui soit craintif du péché. Les esprits frustes sont les plus craintifs. Les hommes frustes sont les plus craintifs. On le sait, les paysans de nos campagnes, les sfarades de nos villes. Quant aux esprits dits urbanisés, enfin urbains, comme on parlait de l'urbanité, c'est-à-dire civilisés, les esprits des villes, eux sont au contraire dénués de toute crainte du péché. Le scrupule, ce qu'on appelle le scrupule, ce que moi je vais appeler le scrupule. Le scrupule, encore une fois, chez l'homme de religion, c'est-à-dire la crainte du péché, la crainte de la faute, le scrupule. Le scrupule de l'homme de religion, puisque pour un lecteur naïf, il s'agit d'un homme de religion. Le contraire du bourg, c'est un homme de religion, du moins. Donc, pour un lecteur naïf. Le scrupule de l'homme de religion, le yerechet, le craignant la faute. Le scrupule, loin de le distinguer des incultes, au contraire, l'y fait ressembler. Ce qui fait ressembler l'homme de religion au crétin des campagnes, au fameux crétin des Alpes, c'est justement ça. C'est la iratret, c'est la peur de péché, la crainte de la faute. Ouais, vas-y. Non, tu peux être intelligent et
Ah, vas-y, vas-y. Des gens comme Mohamed Ali. Non, 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 ça va. Il y a pas d'exemple mythologique. Il était intelligent. Non, non, prends-moi un exemple de ton expérience. Tiré de ton expérience. Tu peux avoir une connaissance et avoir peur de franchir. Alors écoute, d'ordinaire, du moins dans la civilisation, tous les savants, tous les intellos sont de grands affranchis. Il jouait avec le feu. Le feu de l'enfer. Quel feu? De quel feu? Il joue avec le feu. Il faut avoir des connaissances et puis te dire que tes connaissances sont limitées et que tu peux franchir des. Non mais Mordechai, on est sérieux là. Moi, je suis sérieux. On parle là, dans ton expérience, des hommes de connaissance, des savants, dans ton expérience des hommes de culture. Il n'y a pas de scrupules chez ces gens-là. Ah bah d'accord, on est d'accord, donc tu dis la même chose. Tu fais le malin, mais tu te résous très vite. Tu reviens très vite sur ton... C'est pas la question. Quand on dit Ein bour yechet, c'est pas une exhortation à. On dit il n'y a pas de bourg qui soit yerechet. Mais je dis mais attends, mais tu plaisantes, Hillel, t'as pas les yeux en face des trous. Les pecnos sont les plus craintifs et au contraire les autres, les hommes cultivés sont au contraire les moins scrupuleux en matière de mœurs et de morale. L'urbanité se passe de cette sorte de scrupule qu'on appelle la iratraite. Du moins, c'est ce qu'il me semble. C'est pas ce qu'il vous semble, à vous? Mais regarde, c'est simple. Pourquoi un Chabad, par exemple, mais un Chassid en général, pourquoi un Chassid déteste tout ce qui ressemble un peu à la Goebbels? Quand on parle de culture, je sors mon revolver. Ben, c'est un peu ça un chassid aujourd'hui. Ou un chabad. Tu parles d'intelligence, tu parles de... On tire. Pourquoi on dégaine? Non mais, pourquoi on dégaine? Pourquoi? C'est te dit quoi? Parce que ça pervertit l'intelligence. La culture, ça pervertit un homme. C'est le contraire. Voilà. Hillel dit tout le contraire. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Hillel? C'est pour ça que je dis qu'en vérité, il n'y a pas de lecture naïve qui vaille de Hillel, parce que tout lecteur naïf est convaincu que l'intelligence, ça corrompt, ça pervertit. La culture, ça pervertit. Mais l'histoire, de toute façon, semble... L'expérience et l'histoire semblent aller en ce sens. Encore une fois, Iratret, la crainte de la faute, ce qu'on traduit, la version française de Iratret, la crainte du péché, eh ben, elle implique elle dénote l'idée l'idée superstitieuse. Crainte, le terme même de Yera, de crainte, ça dit la superstition. La superstition, elle est fondée sur la crainte. Relisez Épicure. Si l'homme est superstitieux, c'est parce qu'il a peur. La nature lui fait peur, le ciel lui fait peur. Tout ce dont il a ignorance lui fait peur. C'est pour ça qu'il faut la connaissance. Pas parce que c'est bien de connaître, il s'en fiche, Épicure. Le seul intérêt de la connaissance, c'est que ça nous comment dire, ça nous débarrasse de nos peurs. Ça dissipe la peur. Voilà, c'est tout. C'est le seul. Alors, oui, ben, d'accord, merci. Alors, donc, je te pose la question. Qu'est-ce que c'est que la iratraite? Qu'est-ce que c'est que la iratraite? Et pourquoi le fruste, la culte, le bourg en est incapable? Est-ce que la iratraite, c'est une expression qu'on utilise souvent? On ne dit pas irat shamaïm? Non, iratraite, c'est souvent fréquemment chez les Chazal. Il y a deux choses, irat shamaïm,
la crainte de Dieu. Mais la crainte de la faute, c'est-à-dire la crainte de la punition. Ou c'est la Non. crainte de la faute de ce qu'elle. Alors, De la tu as raison, c'est juste de relever ça. Et effectivement, la crainte du péché, c'est... La crainte du péché, elle est superstitieuse parce qu'elle a la crainte du châtiment. Ouais, en tout cas, elle peut ne pas l'être. Superstitieuse. Tu as raison. C'est un bon début. Elle peut ne pas l'être. Du moment qu'elle n'est plus la peur ce qu'on appelle la irat haonesh, la peur du châtiment. Mais la question c'est, mais d'accord, tu l'as dit de manière négative, mais positivement c'est quoi alors? Si ce n'est pas la peur. La peur de s'abîmer. La peur de porter atteinte à son être. Waouh, tu vas très vite en besogne. C'est vrai. Mais tu fonces. On va faire ça plus lentement. Le bourg n'en est pas capable. On n'est pas capable de quoi? Il y retraite. Ouais. On comprend qu'inversement, quelqu'un qui en est capable, c'est quelqu'un qui a une. Qui sait oui cultiver. Qui a une chorma, qui a une construction personnelle. Et donc, à ce titre-là, il est capable, lui, d'être un Mirechet. C'est effectivement la voie qu'il faut suivre. Maintenant, c'est un peu vite, tu vas un peu vite en besogne, me semble-t-il. C'est encore très flou ce que tu veux dire. Hein? Merci. C'est vrai, t'as raison. Faut que je m'acquitte. Alors c'est quoi la crainte de s'abîmer, comme tu le dis? Ah, on va procéder autrement. On va se demander, tout simplement, on fait comme si de rien n'était, et l'on va se demander de quoi le bourg est incapable. Et cela fait, nous nous demanderons quel est le lien avec la iratraite. Donc, premièrement, demandons-nous de quoi le bourg est incapable. En bourg irechet, d'accord? Donc, il est incapable de iratraite, du moins dans la formule concise et ramassée de Hillel. Mais n'allons pas si vite. On sait que le bourg est incapable de quelque chose. Laissons pour le moment la question de la iratraite. Il est incapable de quelque chose. Alors, demandons-nous de quoi le bourg est-il incapable? Alors? Le produire. D'accord. Parce que tu fais un rapport avec la Exactement. C'est ce qu'il faut. D'accord? Non. Là, je vois pas où tu vas. Et il a raison de tenir là, puisque les commentaires nous y invitent, et d'ailleurs le terme même de bourg nous y invite. Il faut poursuivre la comparaison avec l'analogie, avec la terre, le sol. Si on en croit nos commentaires, les Mefarshim, et si on en croit, si on se fie à cet emprunt fait au vocabulaire agricole, le bourg est incapable de culture. Je joue sur le mot, évidemment. Sur le mot de culture. Au propre comme au figuré. Bourg au propre comme au figuré. Le bourg est incapable de culture. Comme dit un Mefaresh, Eno charouch ve'eno zaroua. Il n'est ni labouré, ni semé. Le bourg est incapable de culture. Pourquoi? Parce qu'il n'est ni labouré, ni semé. Et là, les choses commencent à se compliquer. À la différence d'un sol, d'une terre
pour ainsi dire, et je vous renvoie donc à la citation de Zola, pour ainsi dire, spontané, puissamment, superbement spontané, c'est-à-dire une terre qui produit spontanément son fruit, qui produit spontanément sa végétation, c'est-à-dire donc un culte dans un autre sens, pas dans le sens de bourg. À la différence de cet inculte-là, l'inculte bourg, lui, ne donne rien s'il n'est pas travaillé. Le bourg ne donne rien s'il n'est pas travaillé. Donc c'est pas l'inculte. Il y a des incultes qui sont, qui sont flamboyants, Il y a des hommes qui n'ont pas de culture, pour ainsi dire, mais dont la verdure ou la végétation est spontanée, vient de leur propre fond. Spontanément, presque spontanément. Ces hommes sont très rares. S'ils existent, ils sont rares. Mais ce n'est pas notre bourg. Lui, notre bourg, c'est un homme qui, s'il n'est pas travaillé, s'il n'est pas labouré, s'il n'est pas semé, cet homme ne donne rien. Entendez bien. C'est un homme qui, s'il n'est pas travaillé, ne donne rien. C'est ce qu'on appelle, à proprement parler, l'homme désolé. Chamem, l'homme désolé. Donc s'il y a peut-être des hommes incultes, pas des bourgs, des hommes incultes, qui produisent spontanément une verdure, je dis verdure par opposition à la culture, parce que la culture implique l'idée de travail, donc l'idée de main d'homme, là qui produit spontanément une sorte de verdure. Il y a surtout des hommes, et c'est la plupart, sinon tous nos urbanisés, nos urbains, nos hommes cultivés, nos hommes policés, chez qui l'on a déposé des parterres de culture comme une végétation superficielle dont on aurait couvert un sol inculte. Des hommes qui possèdent une culture postiche. La plupart de nos urbanisés, on parle de culture, mais là on a tort. Si l'on entend que la culture, c'est le contraire du bourg, de la shmama, du chamem, de l'homme désolé, de la désolation. Si la culture, c'est le contraire de la désolation, c'est-à-dire, c'est le travail de labour et de semaille, c'est le travail qu'un homme opère sur lui-même pour fertiliser, féconder sa surface dure et sèche. Si ça c'est la culture, eh bien la plupart de nos urbanisés ne sont pas des hommes cultivés. Ou la culture de ces urbains n'est qu'une culture postiche, au sens strict, comme si l'on avait sur un sol chamem, donc bourg, ces hommes dits de culture, ces urbanisés, sont en vérité des bourgs. Donc, quand on dit, mais je ne comprends pas dans l'expérience, les hommes cultivés sont pas des rechet, mais effectivement, parce que ce sont des bourgs. Mais c'est des bourgs dont la surface désolée est couverte d'une verdure, d'une végétation
postiche. Comme on porte une barbe postiche, ils portent une culture postiche. Mais ils sont chamem. Ils sont désolés. Ils ont... Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail de Harisha et de Zriya. Ils n'ont pas opéré ce travail de Harisha, de labour de soi-même, ce labourage de soi, et cette fécondation de soi. Ils ne l'ont pas faite. Donc, ils ne produisent pas de culture à proprement parler. La vraie culture, la véritable culture, c'est celle-là. Celle qui n'est pas celle dont on dit qu'elle est le contraire du bourg. C'est celle-là. La culture, la dite culture qui laisse un sol chamem. Donc, encore une fois, ça, c'est pas la culture. Des hommes qui n'ont pas été travaillés. Et encore une fois, c'est la plupart de nous tous. À moins que nous soyons ces incultes géniaux, mais je ne le crois pas. Nous sommes donc dans le camp de cette multitude. Ce travail n'incombe à qui? À soi-même ou aux autres? Parce que tu parles, Je n'ai pas compris. au début, tu dis que c'est une terre qui n'a pas été cultivée et labourée par les autres. Non, par soi. C'est Son propre sol. Soit comme... Il y a cette idée de... on a un travail à faire. Travail au sens felah. Le felah. On doit être les paysans de son propre sol. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui ne soit pas un sol désolé. Sauf des êtres d'exception. Mais tous les hommes sont des sols désolés. C'est donc il faut donc... On est d'abord un bourg. On est tous des bourgs. Et il y a la guerre des bourgs aussi, des bords, je sais pas comment on dit bourg ou pas. Donc des hommes qui n'ont pas été travaillés, ni labourés, ni semés, et qui, sans travail, sont incapables de produire. Produire au sens agricole du terme, produire du fruit. C'est le bourg, notamment le bourg le plus ordinaire, c'est-à-dire celui de nos villes, l'homme dit civilisé, enfin civilisé, non, l'homme cultivé, c'est-à-dire un homme désolé qui cache sa désolation sous une culture postiche. L'homme qui, ni Harouche, ni Zaroua, ni labouré, ni semé, qui demeure chamem, c'est un homme qui demeure chamem, désolé, malgré son habit de verdure, c'est-à-dire malgré son apparence de culture. Et tout le problème des civilisations, enfin des cultures évoluées, enfin tout le problème des sociétés dites de culture, c'est que précisément la culture, c'est pour ça qu'un Finkielkraut est ridicule quand il dit la culture est libératrice, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Au moins le grand mérite de Rousseau, c'est d'avoir montré combien c'était ridicule. C'est que ce qu'on croit être de la culture n'en est pas, puisque elle n'est pas le résultat de ce labour et de
de cette harisha et de cette zriya, elle n'est pas le travail de ce labour-là. Elle est simplement, d'accord, l'application, c'est-à-dire au sens le revêtement d'un habit de verdure. C'est que ça la culture. Non, bah, c'est la culture telle qu'elle est comprise. Mais non, moi je m'en tiens au sens strict du mot culture. Culture vient de ce que l'on cultive une terre. Il n'y a pas de culture qui ne... voilà. Donc, quand on dit d'un homme que c'est un homme de culture, parce qu'il a revêtu cette verdure-là, héritée de sa formation. D'accord ? Ce qu'on appelle la Bildung chez les Allemands, la formation. La formation, c'est simplement, voilà, c'est une sorte de décoration florale dont se revêtent. Et ces hommes-là sont des bourgs. Quoi qu'il n'en ait plus l'apparence, ils sont des bourgs. Alors, la question maintenant, puisque donc, c'est quoi le bourg ? C'est l'homme, même s'il revêt l'habit de même s'il revêt l'apparence de culture, c'est l'homme incapable de culture. Au sens strict, incapable de harisha et de zriya, incapable de labourer son propre sol et de le semer, incapable de cela. Ça, c'est le bourg. C'est l'homme incapable de culture. Ou je vais même être, pour être plus provoquant, c'est l'homme cultivé, incapable de culture. Suivez mon regard. Donc, alors qu'est-ce qu'il craint pas celui-là ? Maintenant, il faut en venir à la question, puisqu'on dit qu'il ne craint pas. En bour yerechet. Alors, laissons chet de côté. Maintenant, faisons un pas de plus. Qu'est-ce qu'il ne craint pas ? Puisqu'on dit qu'il n'est pas yéré, il n'est pas yaré, il n'est pas craignant. Qu'est-ce qu'il ne craint pas, le bourg ? Si vous voulez, qu'est-ce que le chet ? Puisqu'on dit ce qu'il ne craint pas, c'est le chet. Le bourg, ce qu'il ne craint pas, c'est le chet. Qu'est-ce qu'il ne craint pas ? Le chet. Mais alors, c'est quoi le chet ? Et pourquoi le chet ? Pourquoi la faute ? Dans quelle mesure le chet, qu'on traduit, enfin, on traduit bien par faute, mais le problème c'est que l'on n'entend plus aujourd'hui faute comme il faudrait l'entendre. Dans quelle mesure la faute est-elle liée à l'absence de travail, à l'absence de culture, à l'absence de labour et de semaille? Dans quelle mesure la faute est-elle liée à l'absence de culture au sens fort du terme? Autrement dit, Hillel déclare: le bourg ne craint pas de, et là je passe au verbe, ne craint pas de faillir. Parce que chata, d'abord faute, ça vient du verbe faillir, mais et faillir dit beaucoup mieux la chose. D'ailleurs, et l'hébreu chata, ça veut dire faillir, manquer à. Et c'est ça, en vérité, chata, qui est l'origine, le sens du mot chata, avant d'avoir signifié ensuite, avant d'avoir pris la connotation qu'on sait. Le bourg, lui, nous dit Hillel, déclare Hillel, ne craint pas de faillir
Pourquoi ? Parce qu'il ne se laboure ni ne se sème. Parce qu'il ne se travaille. Parce qu'il ne travaille pas son sol. Parce qu'il ne travaille pas son propre sol. Ce qui de sol, c'est-à-dire ce qui de sa personne, dans sa personne, est un sol dur et sec. Shamem, sol désolé. Dans la personne de tout homme, il y a pour ainsi dire un sol, quelque chose qui fait sol et qui est shamem, désolé. Hillel déclare que cet homme craint, se bourre, que l'homme, au contraire, l'homme craint d'autant plus de faillir, donc j'inverse maintenant la proposition, l'homme craint d'autant plus de faillir qu'il travaille plus son sol. Qu'il travaille plus la surface dure et sèche qu'il veut rendre par son travail, par sa culture, qu'il veut rendre verdoyante et fructifère. Ça, c'est le travail de l'homme qui n'est pas un bourg. C'est l'homme qui travaille à son sol. Travail du sol ou travail de la surface de l'être qui est fondamental, qui est premier, puisque dans la hiérarchie, le bourg c'est le premier, enfin donc son opposé, son contraire, est premier sur l'échelle. C'est le travail fondamental et le travail premier, ce travail du sol. Si l'on craint si l'homme craint, donc l'homme qui s'attelle au travail du sol, à la culture, si cet homme craint de faillir, c'est donc que la faute, chet, signifie, plutôt que, je te donne le terme latin, hérité du latin, la culpe, comme on dit dans l'expression se battre la culpe, culpa, mais culpa dit plus puisqu'il y a sentiment de culpabilité, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que je traduis. Signifie moins la culpe que la faillite. Et donc, c'est là où l'on finit enfin par te retrouver, te rejoindre. Iratret, c'est la crainte de faillir, c'est la crainte de mal faire. Mais cette crainte de mal faire ne naît que dans les esprits au travail du sol. La faute signifie moins l'infraction, avera, qui est un terme rabbinique aussi, ça signifie moins l'infraction que la faillite, l'échec, dans ce travail du sol. Et pourquoi le Hamaretz est-il, lui, et là je reviens à Rashi, pourquoi le Hamaretz, lui, n'est pas, comme le bourg, dénué de culture, enfin de iratret. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a dans le commerce ? Qu'est-ce qui se joue dans le commerce ? Exactement ça. Pas la iratret à proprement parler, ça n'a pas de sens, le commerce n'est pas moral. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas traduire chet par. Il ne faut pas avoir dans l'idée, dans la tête, le chet au sens de culpe, d'infraction. Qu'est-ce qu'un marchand ne doit pas faire ?
doit pas commettre. Non, bien sûr, ne doit pas faire faillite. Mais comment il fait faillite? Un marchand ne peut pas, s'il ne veut pas mal finir, un marchand ne doit pas faire, doit pouvoir vendre, mais pour bien vendre, il ne doit pas faire passer ce qu'il vend. Ce qu'il vend ne doit pas être de la camelote, ne doit pas être de la. Si tu veux, un marchand alors pas le marchand, le Marbi Besroa, pas simplement le colporteur, enfin l'intermédiaire entre un homme qui se livre, qui s'adonne, donc qui vend ce qu'il produit. L'homme qui vend ce qu'il produit ne peut pas, à peur de mal faire son travail, parce qu'il sait que s'il fait mal son travail, fruit dont il va vendre le fruit, s'il fait mal son travail, il court à la faillite. D'accord? Alors après, tu peux me dire, on peut faire une critique du monde marchand aujourd'hui tel qu'il est, que les Shintok nous vendent de la camelote, donc ils font beaucoup d'argent là-dessus. C'est vrai, mais à terme, c'est une faillite. La question de la fraude, effectivement, elle existe. Mais un bon artisan, un bon commerçant, ne peut pas, a véritablement peur de mal faire son travail. Parce que s'il fait mal son travail, il est menacé de la faillite. C'est pour ça que le Rashi, étrangement, nous parle quand on parle de Hamaharetz, il dit oui, mais Hamaharetz, il a ce souci de bien, il a ce souci, il a cette peur de main, parce qu'il sait que c'est la faillite qui menace. C'est pour ça qu'il n'est pas dénué de hiratret. À la différence, c'est ça qui est intéressant, à la différence de l'homme de culture. Quand je dis l'homme de culture, vous m'entendez, l'homme de fausse culture, enfin de culture postiche. Lui n'a rien, il est dénué de hiratret. Parce que lui-même n'a pas, lui n'a rien à vendre. Il n'a rien à vendre. Il n'a donc même pas le souci de la peur que son produit soit déficient. Oui, l'homme de culture n'a peur de rien. Ça, c'est le Rashi. Alors, vite fait, juste pour introduire Hamaharetz, maintenant, et à la question de la chassidoute. Qu'est-ce que c'est que le Hamaharetz? Avant d'aborder la question du Nassou, donc chassid, c'est quoi le Hamaharetz? Alors d'abord, Hamaharetz, l'expression de Hamaharetz, dans la Torah, elle existe. Enfin, chez les prophètes. Elle existe dans la Torah. C'est dans Sde Ephron. Abraham, c'est Hamaharetz, on parle du Hamaharetz. Et puis l'expression se retrouve plus tard dans les Nevi'im, chez les Nevi'im. Elle est pas rare, elle est assez fréquente, Hamaharetz. Et qu'est-ce que ça veut dire Hamaharetz? Hein? Et c'est quoi? Mais c'est la question, c'est qu'est-ce que c'est que les gens du peuple? Quelle différence entre Am et Hamaharetz? Dans le Mikra, hein? Pas chez les Chazal. Alors, c'était intéressant parce que la question de peuple, la question du peuple est la question même du terme de peuple est une question qui, et c'est excellent, donc ça a été
l'histoire même du terme de peuple, c'est une histoire assez chaotique. Et c'est intéressant parce que le terme de Am Haaretz contourne le problème que peuple a rencontré, par exemple, que le terme même a rencontré en Occident. Pour preuve, je vais vous lire juste un petit passage sur peuple, un passage de Paul Valéry, si je le retrouve. Voilà. Sur le mot peuple. Le mot peuple, par exemple, avait un sens précis quand on pouvait rassembler tous les citoyens d'une cité autour d'un tertre dans un champ de Mars. Mais l'accroissement du nombre, le passage de l'ordre des 1000 à celui des millions, a fait de ce mot un terme monstrueux, dont le sens dépend de la phrase où il entre. Il désigne tantôt la totalité indistincte et jamais présente nulle part, donc le peuple, comme le peuple français, tantôt le plus grand nombre, d'où le mot français a forgé populace, opposé au nombre restreint des individus plus fortunés ou plus cultivés. Et c'est très exactement la définition qu'il donne. En hébreu, ça se dit Am, premier sens, et Am Haaretz, c'est dans le deuxième sens. Am Haaretz, c'est le peuple au sens où l'on parlait, c'est le peuple par opposition au seigneur et aux prêtres. Et on retrouve dans toutes les occurrences, dans les psukim, c'est effectivement cela. Le peuple, ou, si vous préférez, le bas peuple. Mais ce n'est pas péjoratif. C'est un peu le tiers-état, ce qu'on a appelé le tiers-état avant le geste définitif de Sieyès. Vous savez, qu'est-ce que le tiers-état ? Demande Sieyès dans son fameux opuscule qui prélude à la Révolution française. Qu'est-ce que le tiers-état ? Entendez le tiers-état en 88-89, c'était encore le peuple dans les états généraux. Il y avait la noblesse, le clergé et le tiers-état. C'était le bas peuple. Sieyès vient dit, qu'est-ce que le tiers-état ? Réponse. Oh bah bravo, vous connaissez vos classiques. Tout. Donc de Am Haaretz, on revient à Am. Le peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a donc pas d'ambiguïté chez nous, enfin en hébreu, dans le Mikra. Am Haaretz, c'est le tiers-état dans le premier sens du terme, et Am, c'est le peuple. Le tiers-état dans le sens de Sieyès. Tout. Donc, peuple qui englobe effectivement les nobles et les clercs, c'est-à-dire qui les englobe, c'est-à-dire qui donc abolit leurs privilèges. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté chez nous. Tout se complique chez nous avec Chazal. Chazal vont nous sortir une Am Haaretz chez Chazal, ça veut dire tout autre chose. En français, il existe un terme, j'ai mis du temps à le trouver, mais tu le connais pas. Enfin, tu le connais sous une certaine forme, mais tu le connais pas dans sa forme définitive. Am Haaretz, c'est le lait. L-A-I. Non, L-A-I. Le lait. Effectivement. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je travaille sur la laïcité pour une conférence là à Nice. C'est laïque. Mais laïque, avec la chute, la syncope du C, c'est devenu lait. Mais laïque, parce que laïque a évolué. Laïque s'est d'abord opposé à clergé, au clerc. C'était le zar, le profane, le non-prêtre. Par opposition. Et puis, par dégénérescence, ça a fini par signifier l'ignorant. Parce que les clercs avaient, effectivement, capté tout le savoir. C'était eux qui représentaient le savoir. Donc, par opposition, le laïc, c'était l'ignorant. Et ça a fini par signifier ignorant. Donc, mais le français, pour les distinguer, a gardé laïc, par opposition au clerc, et a forgé le terme lait pour dire le Am Haaretz. Alors, lait n'existe plus. Dans le vocabulaire, très peu, sauf les gens lettrés. Ben, pas moi, non, puisque je l'ai découvert que très très tard. Donc les gens très lettrés, les hyper lettrés, connaissent le terme. Le lait. Voilà.
Elahi. Et vous connaissez évidemment le destin du terme. Hein? Le destin du terme Haaretz dans la littérature des Chazal. C'est peu de dire que c'est péjoratif. Il suffit de... C'est pas la lie. Ouais. C'est le lait. Mais effectivement, alors je vous rappelle donc les fameux. La divine association. Non, disgrâce. La Gemara là-bas dans Psachim, fameux avec Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui dit que on peut égorger, non, Yom Kippour, on peut égorger un Ma'aretz, pas on peut l'égorger, on peut le déchirer par le dos, comme le poisson. Parce qu'on déchirait par le dos un poisson, ça c'était vraiment... Voilà. Eh bien, il dit même qu'on peut l'égorger, vous vous souvenez? Alors les élèves, vous vous souvenez le fameux passage, les élèves, ils sont pas du tout choqués, mais en revanche, ils sont quand même dérangés. Mais alors quoi, on fait la bracha ou pas? C'est sûr. C'est là que les djihadistes puisent Ouais, exactement. leur science. Et l'on connaît la fameuse, donc la suite qui dit, qui est important, et encore une fois, à bon entendeur salut, la haine que vous, le Hamaretz, au Talmid Chacham, est pire que la haine antisémite. Voilà. À bon entendeur salut. La haine antisémite, que la sin'a que le non-juif porte aux juifs. Elle est pire, celle du Hamaretz. Et la Gemara va plus loin. Attention aux oreilles féminines. Elle dit, la femme du Hamaretz, la haine de la femme du Hamaretz, c'est pire encore que la haine que le Hamaretz vous, au Talmid Chacham. Les femmes sont pires en matière de Hamaretz, de haine du Talmid Chacham. De Hamaretz ou de haine? Sont pires en matière de haine du... Hamaretz, on dit la femme du Hamaretz. La femme du Hamaretz. Ah oui, on peut pas lui donner un statut. non plus. Alors on verra ce qu'il en est du Hamaretz et de la Chassidoute la prochaine fois. Et voilà.